Bonsoir, c'est l'heure d'audition publique sur LCP Public Sénat avec le Figaro en direct évidemment pendant 1 heure comme tous les lundis. Ils ont été les héros, les premières lignes depuis 3 mois, ce sont les personnels hospitaliers qui ont eu droit aux applaudissements à 20h chaque soir. Depuis ça s'est un peu estompé, il faut bien le dire, mais ils attendent beaucoup du plan santé qui commence à être discuté aujourd'hui et dont les parlementaires devraient débattre à partir de la mi-juillet. On va parler de tout ça avec vous, Damien Abad. Bonsoir, vous êtes notre invité ce soir, vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de l'Ain. On va parler du second tour des municipales aussi, c'est le 28 juin, maintenant c'est sûr, ou presque, sauf contre-indication, éventuellement, vers le 10 juin. La droite peut-elle bénéficier de la situation? On se posera la question. Et puis dans un instant, Brigitte Boucher et Tam Tranui des chaînes parlementaires seront sur le plateau pour vous poser des questions. Puis, vous serez en débat avec 2 parlementaires, Marie Lebec, qui est députée de La République En Marche, et Cécile Cukierman, qui est sénatrice PCF, qui sont en duplex avec nous. Elles vous parleront notamment du monde d'après, les enseignements qu'on peut tirer de cette crise du coronavirus. Avant de conclure avec Yves Tréhard, qui est directeur adjoint et éditorialiste du Figaro, qui aura son regard à lui sur tout ce que vous aurez dit dans les 3 quarts d'heure précédents. Première question, on est dans la 3e semaine de déconfinement. Est-ce que vous diriez pour l'instant que tout va bien ? En tout cas, tout va mieux. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le confinement porte des résultats. Les Français l'ont respecté et que donc les premiers jours de déconfinement se passent plutôt bien. C'est encourageant. Maintenant, il faut attendre encore une dizaine de jours pour être sûr qu'on évite une deuxième vague qui est tant redoutée par beaucoup de Françaises et de beaucoup de Français. Vous dites que les Français se comportent bien. C'est un satisfecit aussi pour le gouvernement ? Non, mais vous savez... C'est pas le gouvernement qui doit recevoir les lauriers. Vous savez, c'est pas une question de laurier. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans la politique politicienne. La situation est trop grave. La crise sanitaire est trop inquiétante pour qu'on fasse de la tambouille politicienne. Tant mieux si le déconfinement se passe bien. Vous savez, on souhaite tous, chez les Républicains comme chez tous les Français, que le déconfinement se passe au mieux, qu'on évite tout, sauf le reconfinement, parce qu'il faut éviter le reconfinement. Il faut éviter cette deuxième vague. Aujourd'hui, on a des bons indicateurs. Maintenant, ils méritent d'être confirmés. Attendons une dizaine de jours, 15 jours pour être sûr de cette tendance. Vous disiez tout de suite, on peut craindre une deuxième vague. Est-ce qu'il n'y a pas une autre crainte qui est celle d'une crise économique, voire de tension sociale ? Si, bien entendu, et elle Vous le sentez venir, ça ? Oui, on la sent venir très fortement. Je suis dans un département de l'Ain qui est un département industriel et on sent bien la difficulté de la relance économique, la difficulté pour les entreprises qui vont toutes sortir du chômage partiel et qui donc étaient sous oxygène jusqu'à maintenant et vont se retrouver face à la réalité économique. Et la réalité économique, ça va être peut-être pour eux une baisse de chiffre d'affaires divisée par 2. Et du chômage. Et du chômage, et des commandes en moins. On le voit malheureusement avec l'exemple d'actualité de Renault. Donc c'est très inquiétant, c'est pour ça qu'il faut agir vite et fort et que nous plaidons pour un plan de relance dès l'été, avant l'été, et pas au mois de septembre, comme le ministre de l'économie l'a annoncé. On va accueillir maintenant Brigitte Boucher de la chaîne parlementaire, Assemblée nationale. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis, bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Alors, on voulait parler du Ségur de la santé qui s'est ouvert aujourd'hui. Édouard Philippe a déjà pris la parole pour dire qu'il y aurait des hausses significatives sur les salaires. Est-ce que c'est bien la priorité pour vous ? La revalorisation salariale est indispensable. Elle doit être structurante. La revalorisation salariale, ce n'est pas simplement des primes. Ça doit être une augmentation des salaires sur la durée. Nous plaidons pour une loi de programmation sanitaire sur 5 ans qui vise à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une augmentation de 5% par an des salaires des soignants sur les 5 prochaines années. Ça, c'est une priorité, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi d'autres débats. 5% par an, pour avoir une idée, on voit Martin Hirsch qui dit qu'il faut une hausse de 25%, ça correspond à 250 €. C'est à peu près cet ordre de prix-là, parce que 5%, ça correspond à combien pour vous tout dépend du niveau de salaire de chaque infirmier, de chaque personnel soignant. Ça fait pas beaucoup, ça, quand même. Sur 5 ans, ça fait 25%. 25%, c'est ce qu'on a fait sur l'allocation. Par an. C'est ce qu'on a fait sur l'allocation adulte handicapé, et c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et je pense que ça a porté ses fruits. Pourquoi ? Parce que si on se contente d'une prime, ça ne suffira pas. Et donc, il nous faut revoir la politique salariale. Mais il faut aussi dire la vérité aux Français. Ça ne pourra pas tout être financé par le budget de l'État et pas tout être financé par les finances publiques qui sont déjà en grande difficulté. Pour l'hôpital, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Financé par qui alors ? Il va falloir travailler justement à des partenariats publics-privés. Il va falloir travailler à des imbrications entre public et le privé beaucoup plus fortes, beaucoup plus conséquentes, pour qu'à nouveau l'hôpital public devienne attractif et qu'à nouveau on puisse attirer des médecins hospitaliers bien rémunérés, mais aussi de grande qualité. Petite précision, ça veut dire des hôpitaux et des cliniques qui pourraient fusionner. Peut-être pas fusionner, mais en tout cas, il faut inventer ces complémentarités. C'est-à-dire rapprocher cliniques et hôpitaux. Il faudra travailler à ce rapprochement. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardons la réalité. On a eu par moments des cliniques privées qui étaient vides dans certains secteurs du territoire et des patients qu'on a transférés
d'un hôpital public à un autre. Je pense que là aussi, l'imbrication entre le public et le privé, elle doit être posée et mise sur la table. En tout cas, ça doit être le rôle de la droite que de la mettre sur la table. Alors le gouvernement avance déjà quelques pistes, et notamment Olivier Véran qui veut remettre en cause les 35 heures à l'hôpital. Est-ce que c'est une piste que vous appuyez ? Oui, depuis le début. Moi, je suis de ceux qui disent que les 35 heures ont détruit l'hôpital public. Et il faut ne pas avoir peur de le dire. Parce que j'ai senti le ministre de la Santé un peu sur le retrait là-dessus, hésitant, en disant mais non, finalement, c'est pas tout à fait cela. Moi, je pense fondamentalement qu'il faut mettre la question du temps de travail au cœur du débat, au cœur des négociations. C'est un moyen de contourner un peu les augmentations, de dire travailler plus pour gagner plus, mais pas d'augmentation. Ça me rappelle un bon slogan. Ouais. Exactement, de chez vous, de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que c'est pas un moyen de contourner tout simplement les augmentations de salaire sur le même temps de travail ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on peut mener les deux et que même ce sera nécessaire de mener les deux. Mais ce serait mentir aux personnels soignants, aux infirmiers, que de leur dire uniquement on va augmenter votre salaire sans effort en tant que tel. Moi, je pense fondamentalement, vous savez, d'abord, les 35 heures, honnêtement, quand vous étiez infirmier au front, vous n'avez pas vu les 35 heures. Et c'est ça. Oui, mais vous avez vu l'épuisement des personnels. Et on a vu l'épuisement des personnels. Alors comment on fait ? Et pourquoi il y a eu un épuisement ? Pas parce qu'ils ont travaillé un peu plus que 35 heures, mais parce qu'il y a une... Aussi quand même. Mais parce qu'il y a une désorganisation, parce qu'il y a une souffrance au travail, parce qu'il n'y a pas les moyens suffisants. Il faudra des embauches supplémentaires ? En tout cas, il faut, et moi je l'ai dit depuis longtemps, mais il faut sanctuariser la fonction publique hospitalière. Et il faut que la fonction publique hospitalière échappe à toute logique comptable et à toute logique de ce qu'on appelle les RGPP. Pas de fermeture d'hôpitaux, pas de fermeture de services. Il nous faut un moratoire, il nous faut un gel et un moratoire sur les fermetures de lits, sur les fermetures d'hôpitaux et sur la question effectivement de la diminution des effectifs hospitaliers. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord retrouver de la confiance. Et retrouver de la confiance, ça nécessite de démarrer avec ces présupposés-là. Alors vous devriez légiférer d'ici 2 mois, puisque le temps de la concertation, il faudra à peu près 7 semaines. Est-ce qu'on peut refaire tout le système de santé d'ici 2 mois ? Non, bien sûr que non. Mais il y a des urgences. Le constat, on l'a. Le diagnostic, tout le monde le connaît. La réalité, c'est qu'il faut une volonté politique et les moyens d'arriver à cette volonté et à cette ambition politique. Donc on peut agir vite. Mais agir vite et agir sur la durée, ce n'est pas antinomique. Il nous faut pas un énième plan hôpital. Le gouvernement en a déjà présenté plusieurs, on a vu quels résultats. Il nous faut changer totalement la logique des choses. Vous ne pourrez pas réformer l'hôpital public français si dans le même temps vous ne renforcez pas par exemple la médecine de ville, si vous ne défendez pas les hôpitaux de proximité. Et tout ceci, c'est un tout, c'est un ensemble global. Donc c'est pour ça que nous plaidons, et nous déposerons d'ailleurs dans une niche, une loi de programmation sanitaire qui vise justement à ce qu'on puisse engager sur les 5 prochaines années ce que serait la réforme de l'hôpital en France. C'est ça qu'il nous faut faire. Ça nécessite beaucoup d'investissements. En tout cas, vous êtes d'accord pour dire que les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce matin, François Hollande, ancien président de la République, sur France Inter, a eu cette petite phrase. Alors d'abord, j'ai présidé la France pendant 5 ans. Donc j'ai ma part de responsabilité aussi dans la situation de l'hôpital. J'ai fait en sorte, sous ma présidence, d'améliorer les parcours professionnels, de valoriser un certain nombre de catégories, aides-soignantes ou infirmières, mais ça ne suffit pas. J'ai ma part de responsabilité, vient de dire François Hollande. Vous étiez aussi au pouvoir avant, pas vous personnellement, mais la droite. Est-ce que finalement, il y a une part de responsabilité aussi de la part de la droite ? Mais bien sûr qu'il y a une responsabilité partagée et collective. Et bien sûr qu'on doit tous en tirer les conséquences et les leçons. Qu'est-ce que la droite n'a pas bien fait ? Mais vous savez, il faudra poser par exemple la question de la tarification de l'activité. Elle était peut-être nécessaire, elle doit être certainement remodelée. La question des agences régionales de santé, aujourd'hui, on doit les refonder. Ça, c'est la droite qui l'a fait. Bien sûr. Mais il faut les refonder ou il faut les supprimer ? Peut-être pas les supprimer. Moi, je pense qu'on peut peut-être améliorer leur fonctionnement avec davantage de présence d'élus, notamment départementaux, régionaux. En tout cas, il y a une réflexion à avoir. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le monstre bureaucratique qui est devenu l'hôpital public français doit changer. À cause de la droite ? Non. Ça, en partie, vous avez dit. Pour le coup, la tarification à l'activité, les agences régionales de santé. Vous prenez votre part de responsabilité. Mais vous savez, il y a 2 manières de faire de la politique. Soit vous accusez les autres en permanence et vous dites que vous n'y êtes pour rien et que vous êtes responsable de rien et que tout ce que vous avez fait est merveilleux et alors les Français, ils vous tournent le dos. Soit vous assumez une part de responsabilité collective. Je dis simplement quand même qu'il y a un point sur lequel on ne pourra pas nous attaquer, c'est sur la question des stocks de masques. On y reviendra très certainement. Sur ce sujet-là et sur la gestion de la crise H1N1, la droite n'a absolument rien à se reprocher. Mais par contre, nous devons ensemble regarder les choses en face. Et si on ne regarde pas cette réalité en face, comment voulez-vous trouver les bonnes solutions ? Il faut le dire et l'assumer en tant que tel.
Alors le 3 juin, à l'Assemblée nationale, sera débattue une proposition de loi de La République En Marche sur le don de congés aux soignants qui seront convertis en chèques vacances. Est-ce que vous voterez cette proposition de loi ? On la votera d'autant plus que c'est nous qui l'avions proposée. Il y a un peu une manie chez La République En Marche, c'est de piquer les idées des autres et d'expliquer que c'est finalement le leur. On a eu le même débat d'ailleurs avec Maxime Minot, l'un de nos députés chez nous, qui avait fait aussi une proposition de loi pour permettre le don de congés qu'on puisse octroyer aux soignants. Donc oui, bien sûr, nous la voterons, et deux, nous la soutiendrons, d'autant plus que c'était une de nos idées. Alors, il y a un autre vote qui nous intéresse, c'est le débat et le vote sur Stop Covid. Vous savez, cette application qui permettra de tracer les personnes qui ont été en contact avec un malade du coronavirus. Le débat et le vote auront lieu mercredi. Est-ce que là aussi, vous allez voter pour ? Nous en débattrons demain en réunion de groupe. On aura une réunion de groupe sur ce thème en particulier. C'est pas déterminé, ça coince ? Non, c'est pas que ça coince. C'est que, vous savez, nous, vous avez remarqué, on est un groupe dans lequel on débat, dans lequel on peut s'exprimer librement, et on n'est pas dans un ton martial. Ça change un peu du groupe de La République En Marche, je veux bien le reconnaître très volontiers, mais la différence, c'est que nous, les gens, ils partent pas, ils restent, parce que justement, ils ont cette liberté d'expression. Donc on aura ce débat, et à l'issue de ce débat, donc à l'issue de la réunion de groupe, on prendra une position de groupe. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que nous avons beaucoup de réserves, à la fois sur le plan des libertés publiques, mais aussi sur la question de l'efficacité du dispositif. J'ai entendu, comme vous, qu'il fallait que 60% de la population télécharge cette application pour que ce dispositif ait une efficacité. Je m'interroge, est-ce que les Français vont télécharger ça massivement ? Je m'interroge aussi du caractère anonyme et volontaire de toute cette application. Donc nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc si je vous comprends, on va plutôt soit vers le vote contre, soit vers l'abstention. Écoutez, pas le vote pour en tout cas. On terminera demain. Pas le vote pour en tout cas. Je vous confirme que l'orientation est plutôt celle-là. C'est-à-dire abstention ou contre ? Ça sera certainement dans ce cadre-là. Pas pour en tout cas. A priori non. Mais vous parlez de liberté de vote, finalement ça masque des divisions quand même. On l'a vu déjà sur le déconfinement avec un groupe qui peut s'éclater en trois groupes, pour, contre, abstention. Est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Est-ce que ça masque pas des divergences de point de vue ? Je ne crois pas. Vous savez, le groupe Les Républicains n'est pas divisé, il est libre. Et c'est une grande chance d'être libre. Par contre, soyons très clairs, nous voulons une convergence sur un vote. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes 104 députés, vous avez 70-80 députés qui votent la même chose. Vous avez une position majoritaire qui est clairement assumée. Ensuite, vous en avez 10 ou 15 qui, parce que pour des conditions différentes. En plus, on est sur un sujet majeur, qui est un sujet des libertés. Et sur les libertés, on a toujours respecté cela. Je pense que c'est une richesse. Mais vous verrez, peut-être que vous aurez en plus une agréable surprise mercredi dans le vote convergent des députés républicains. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose, parce qu'il y a des commissions d'enquête sur le coronavirus qui sont dans l'air aussi. La commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19. Une commission d'enquête va débuter au Sénat fin juin. Quand souhaitez-vous qu'elle ait lieu à l'Assemblée nationale ? Le plus rapidement possible. D'abord parce que moi, je l'avais demandé pour le mois de septembre. Parce que je considérais qu'il y avait le temps de la crise, qu'il y avait le temps de la reconstruction économique et ensuite le temps de l'analyse et des leçons à tirer. Mais comme le Sénat lance ses travaux d'enquête... division alors entre l'Assemblée et le Sénat ? Pas du tout, c'est que comme le Sénat lance ses travaux d'enquête, ce qui est tout à fait normal, et comme, et encore une fois, il faut confirmer dans les 10 prochains jours, nous sommes dans une phase de déconfinement, il nous semble légitime d'avoir une concordance de calendrier. Donc, dès demain, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, présentera donc un rapport d'observation sur la mission d'information qui s'est tenue jusqu'à maintenant. Il va rendre les conclusions de cette mission d'observation. Et moi, je demanderai à ce que, dès demain, cette mission d'observation et d'information se transforme en commission d'enquête, de manière à ce qu'elle puisse s'installer dès le mois de juin. Vous allez faire une démarche officielle dans ce sens ? Oui, tout à fait. Je ferai une démarche officielle dès demain pour demander au président de l'Assemblée nationale que la mission d'information se transforme et se dote de pouvoirs d'enquête afin que dès la semaine suivante, on puisse installer la commission d'enquête. Dernière question, Brigitte. Déjà, ce sera un rapporteur Les Républicains pour cette commission d'enquête. Est-ce que vous souhaitez être ce rapporteur ? Écoutez, on verra. Là aussi, c'est une décision que je dois partager avec mon groupe. C'est de l'ordre du possible. Et est-ce que Richard Ferrand peut présider cette commission d'enquête ? C'est à lui de le dire. Vous savez. Est-ce que vous le souhaitez ? Moi, il faut qu'on soit bien clair. Ce que j'ai demandé, c'est plusieurs choses. D'abord, qu'on ait un seul rapporteur général et que ce rapporteur général, il appartienne à l'opposition. Ça, c'est important. Deuxièmement, qu'on ait des vrais pouvoirs d'enquête. Troisièmement, qu'il y ait un équilibre. Et c'est normal que la majorité ait la présidence si nous avons le rapport général. Je n'ai pas à choisir... Ça peut être le président de l'Assemblée nationale ? Peut-être que c'est mieux si ce n'est pas lui, mais je le dis très clairement, c'est leur décision, c'est leur choix. Du moment que vous avez le rapporteur général qui vient de chez vous. Merci Brigitte. Merci Francis, merci. On va faire un petit détour par le Figaro Live. Maintenant, où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vous Francis. regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et puis aussi sur le site Figaro Live. Alors, quel est le thème qui est le plus débattu en ce moment, ou parmi les thèmes les plus débattus ?
Alors, parmi les thèmes les plus débattus, les plus commentés sur le site du Figaro, Francis, on retrouve bien sûr la polémique autour des accusations de la chanteuse Camélia Jordana samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché. Je ne suis pas en sécurité face à un flic. Il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement en France pour nulle autre raison que la couleur de peau. Ce sont notamment ces propos polémiques qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et qui sont encore très commentés sur le site du Figaro. Commentés aussi cet après-midi la nouvelle réaction du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a été défié par la chanteuse. La liberté du débat public n'est pas de dire n'importe quoi, a dit le ministre de l'Intérieur. Alors pour autant, il refuse d'engager des poursuites. Certains, par rapport à ces déclarations et à cette position, déplorent que le ministre de l'Intérieur ne respecte pas assez à leur goût la liberté d'expression. D'autres déplorent qu'il n'engage pas des poursuites. Et vous, qu'en pensez-vous, Damien Abad ? Je pense que ça mériterait d'engager des poursuites. Je trouve qu'on ne peut pas tout dire et je trouve particulièrement inadmissible et assez ignoble finalement les propos qui ont été tenus à l'égard de la police en France. Vous savez, les policiers aujourd'hui en France, ils souffrent beaucoup et depuis longtemps avec les tensions sociales qu'il y a eu, avec les crispations qu'il y a dans notre société. Et donc, quand on est ministre de l'Intérieur, on doit protéger. On est le premier flic de France et donc on doit protéger aussi, et d'abord et avant tout la police. Mais quand Camélia Jordana dit qu'elle ressent ça comme ça et que d'autres ressentent ça comme ça, c'est du ressenti, c'est même peut-être du vécu. Est-ce qu'elle a le droit de le dire ? Elle a le droit de parler de son ressenti, de son vécu. Ce qu'elle a fait. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, quand vous créez d'un ressenti personnel une situation générale, c'est là où ça pose problème. C'est de considérer finalement que parce qu'elle a vécu ça, c'est quelque chose de systématique, quelque chose d'organisé et quelque chose de volontaire. Et c'est là où ça ne va pas. Merci Vincent. Écoutez, ça va relancer le débat probablement sur le Figaro Live. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est Tam Tranui de Public Sénat qui arrive sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Brigitte tout à l'heure a terminé avec la commission d'enquête. Il y en a une à l'Assemblée nationale, une au Sénat sur le coronavirus. On va repartir là-dessus justement. Exactement. Bonsoir Damien Abad. Pas que ça, hein, mais faut aller un peu plus loin. On va commencer néanmoins par la commission d'enquête. Est-ce que vous pensez vraiment, alors qu'il y a donc ces deux commissions d'enquête, avoir vous les marges de manœuvre à l'Assemblée ? On a vu notamment avec ce président qui va être LREM. Est-ce que vous n'enviez pas un petit peu les LR du Sénat, Bruno Retailleau, qui pour le coup vont avoir les coups des franches ? On verra. Moi, je pense que tout le monde doit tirer les leçons de l'échec de la commission d'enquête Benalla à l'Assemblée nationale. Et oui. Et franchement, ça a été un fiasco pour la majorité. Et je n'ai pas le sentiment qu'ils veulent recommencer ce fiasco. Personne n'a intérêt à recommencer cela. Donc nous serons dans une démarche positive, responsable, déterminée, parce que cette commission d'enquête, elle est absolument indispensable. Et je souhaite que l'Assemblée nationale puisse aller au bout de ses travaux dans la même logique que le Sénat. Est-ce que vous allez justement vous coordonner avec vos collègues du Sénat, LR, notamment pour éviter les doublons, pour que tout ça puisse être complémentaire ? Se coordonner, c'est difficile parce que vous savez que les commissions d'enquête sont indépendantes, que l'Assemblée nationale et le Sénat ont un fonctionnement indépendant, mais ce qui est important, c'est en tout cas de pouvoir échanger. Non, mais vous coordonnez politiquement entre vous, entre républicains, vous avez parlé. Bien entendu. Bien entendu que l'objectif pour nous, c'est qu'on puisse ensemble déterminer quoi ? À la fois les dysfonctionnements, les failles du système, la question des masques, on l'a évoqué, mais il y a d'autres sujets qui sont très importants. Un tir groupé, ce serait un tir groupé. Un tir groupé, en tout cas, nous sommes dans une logique de complémentarité et de cohérence, que ce soit avec Gérard Larcher, Bruno Retailleau ou nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Alors, pour parler concrètement de cette commission d'enquête, qui allez-vous auditionner en premier ? Est-ce que vous allez auditionner Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé ? Elle fera forcément partie des auditions. Je ne sais pas si elle sera en premier. Le calendrier aujourd'hui des auditions n'est pas déterminé. Il faut réfléchir aussi un peu à innover, je crois, dans la forme, dans la manière de mener cette commission d'enquête. En tout cas, j'ai un certain nombre de propositions à mettre sur la table. Mais bien sûr qu'Agnès Buzyn, comme d'autres, seront auditionnés. Innover dans la forme. Il ne doit pas y avoir de tabou en tant que tel. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la forme Vous verrez, mais l'idée, je pense aussi, c'est qu'on puisse... Je ne crois pas qu'on doit se satisfaire ou se contenter d'auditions de ministres du gouvernement si on veut comprendre
l'importance de cette crise sanitaire. Vous voulez élargir Je veux le aussi cercle aller des sur le auditeurs, terrain aller et sur le je terrain. veux aussi rencontrer du personnel soignant qui ont vécu la crise du Covid au quotidien. Je pense que c'est leur Faire remonter les témoignages. Oui, quoi. je pense que leur Vous pouvez témoignage... réclamer des pièces, il est aussi les pouvoirs d'une commission d'enquête, la commission du d'enquête peut contrôle sur demander pièces. des contrôles sur pièces, elle peut avoir des moyens d'investigation très importants, il y aura des pièces essentielles à demander, comme les bons de commande, les bons de livraison sur les masques ou autres, etc. Je pense que tout C'est une enquête de justice quasiment. Non, justement non. En tout cas, c'est pas ma volonté. Je ne suis pas là pour faire un tribunal populaire. Que les choses soient bien claires. La commission d'enquête, c'est pour juger de la responsabilité politique et non pas de la responsabilité judiciaire. Il y a une cour de justice de la République pour cela et en aucun cas, ma volonté est celle-là. Responsabilité politique et aussi au-delà de ça, les leçons à tirer. Parce que les Français, ils attendent quoi de la commission d'enquête? Ils veulent savoir, ils veulent connaître la vérité. Une éventuelle Mais ils veulent prochaine aussi épidémie. savoir comment on fait face à une prochaine épidémie. Néanmoins, pour en revenir à Agnès Buzyn, est-ce que vous pourriez l'entendre assez tôt? Est-ce que vous pourriez l'entendre avant les municipales? Je ne souhaite pas le mélange déjà et je ne souhaite pas mélanger les élections municipales avec la commission d'enquête. Donc plutôt C'est- après. C'est quelque chose de trop sérieux. Donc ça veut dire quoi? Que mais les ça veut Buzyn dire seront après le entendus 28 après juin les municipales? Oui, parce que je pense que ça a du sens, ça a une logique. Vous savez, si on commence à faire la commission d'enquête en interrogeant un tel ou un tel candidat, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique, on va décrédibiliser cette commission d'enquête et le travail que j'ai envie que nous fassions de manière la plus intelligente et la plus forte possible. Parmi les autres ex-ministres de la Santé, est-ce que vous allez auditionner les anciens ministres de droite comme Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot? Est-ce qu'ils font aussi partie de votre liste? La question des masques, la question de l'hôpital, c'était bien sûr leur responsabilité. Bien sûr, il n'y a aucun tabou à cela. D'ailleurs, Xavier Bertrand lui-même m'a dit qu'il se tenait à disposition des commissions d'enquête et qu'il était tout à fait OK pour répondre, être auditionné. C'est normal. Et d'ailleurs, on montrera aussi la manière dont ils ont géré la crise, qu'on lui a géré la crise par rapport à Marisol Touraine, par exemple. Et ce sera l'occasion de faire des retrouvailles aussi. Oh, mais vous savez, on n'a pas besoin de la commission d'enquête pour échanger avec Xavier Ah Bertrand. bon, je vous d'accord. rassure. Il revient au bercail? Non, mais nous avons toujours eu une très bonne relation et c'est toujours le cas. Et il fait un travail comme président de région absolument remarquable. Et c'est important que dans notre famille politique au sens large du terme, on puisse échanger, comme avec Valérie Pécresse, comme avec Laurent Wauquiez ou François Baroin. C'est important qu'on puisse avoir ces moments d'échange. Alors, on parle de la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise économique. On l'évoquait tout à l'heure au début de l'émission. La situation économique, Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, a confirmé que le chômage partiel sera moins pris en charge par l'État à partir de lundi prochain. Il sera plus pris en charge par les entreprises à hauteur de 15%. Est-ce que vous demandez, comme l'a demandé le MEDEF, de rester au dispositif actuel? Je crois qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans le chômage partiel et tout le monde l'a bien compris. Ce dispositif-là, il a permis de mettre sous oxygène et respiration artificielle les entreprises pendant un temps donné. Maintenant, on va en sortir progressivement. Moi, je souhaite reprendre la proposition d'Éric Woerth, qui est de dire qu'on sort du chômage partiel progressivement. Mais quand? À partir de quand? Là, à partir de la fin de juin, début juillet. Comme le propose le gouvernement? Bien sûr, mais que par contre, ce que nous proposons, c'est qu'en contrepartie de cela, des allègements de charges. Pourquoi ? Pour permettre aux entreprises de passer ce cas difficile. Parce que quand vous allez avoir votre chiffre d'affaires qui va être divisé par 2 là, et que vous allez avoir le même nombre de salariés, eh bien, il va falloir faire face à cela. Et si vous n'allégez pas les charges, eh bien, il y aura des licenciements. Également, autre annonce, 450 milliards d'euros ont été débloqués par l'État depuis le début de la crise. Bruno Le Maire mise sur la croissance, pas sur les augmentations d'impôts pour pouvoir relancer la machine. Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie? Nous voulons 0 augmentation d'impôts. Et nous verrons si le gouvernement arrive à tenir ce cap-là. Nous l'avons dit depuis le début, c'est une marque de fabrique des Républicains, pas de hausse d'impôts, ni locale, ni nationale. Et la croissance, vous y croyez? En tout cas, il faudra... Miser sur la croissance, c'est suffisant? Qui paiera ensuite? Mais miser sur la croissance, bien entendu. Il faudra surtout miser sur la capacité d'innovation de nos chefs d'entreprise et la relance économique. Mais permettez-moi d'avoir des sources d'inquiétude. Quand je vois comment l'État veut conditionner ses aides, par exemple, à Renault ou à Air France, permettez-moi de m'interroger. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pour distribuer des aides et dans le même temps leur couper les ailes, ça va poser... Alors Renault, justement. Elles ne sont pas vraiment conditionnées, les aides pour Renault. Bruno Le Maire, ce matin, justement, à propos de Renault, a dit qu'il n'exigeait pas le maintien des sites en France. Oui, mais il y a d'autres conditions par contre qui risquent d'être posées, notamment le fait par exemple de ne plus produire de voitures de grosse cylindrée comme les Renault Scénic ou comme les Renault Espace et autres. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion là-dessus parce qu'on ne peut pas casser la politique industrielle de Renault dans le même temps qu'on lui distribue des aides, surtout par les temps qui courent. Donc je dis sur la filière automobile et sur la filière aéronautique qui sont 2 fleurons industriels français, il va falloir que le gouvernement ait un discours clair de défense de nos entreprises. Oui, mais alors, attendez, même des contreparties quand on voit les plans sociaux qui sont en train de se préparer, alors qu'il y a eu quand même 5 milliards de prêts par l'État. La contrepartie pour nous, elle est sur l'emploi.
et uniquement sur l'emploi. Alors, c'est-à-dire Donc, que il s'il y a faut des sites qui préserver ferment, ça. c'est pas grave. Non, nous disons... Si l'emploi est maintenu. Il faut que l'emploi... Il faut demander le Alors maintien après, des il peut y usines. avoir des... Moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de site qui ferme. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de site et que l'emploi soit maintenu Mais partout. c'est pas une condition sine qua non. Mais attendez, vous pensez aujourd'hui que l'État français sera en capacité, sur le long terme, de dire à Renault, vous n'avez pas le droit de fermer tel ou tel Oui, site parce qu'il est actionnaire. Oui, mais il est Parce qu'il actionnaire a donné minoritaire. des très grosses aides, 5 milliards de prêts. D'accord, mais je pense très concrètement que ce sont des, si vous voulez, ce sont des promesses de papier. Et que la réalité, c'est quoi? C'est la commande. La réalité, c'est le nombre de commandes de voitures qu'il y aura. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas des conditions qui soient trop restrictives, notamment dans le développement de voitures futures, parce que sinon, eh bien, à un moment donné, la concurrence internationale rattrapera tout ça. Donc, j'attends de voir, mais en tout cas, sur ce plan-là, j'ai beaucoup de réserves aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes, parce que je vois qu'on est encore dans le en même temps, et que le en même temps, en matière économique, là aussi, il montre... Il va y avoir les annonces du gouvernement sur son plan automobile. Autre sujet important en matière économique, bien sûr, les hôtels, les restaurants. Jeudi, on doit avoir de nouvelles annonces de l'exécutif sur ce sujet. Est-ce que ces hôtels, ces restaurants, ils doivent pour vous rouvrir au plus vite? Oui, d'abord, les hôtels n'ont jamais été fermés, mais c'est les cafés et les restaurants qui doivent effectivement rouvrir au plus vite. Dès le 2 juin, est-ce que c'est possible de le faire dans l'ensemble des zones? J'en sais rien, mais en tout cas, au moins dans les départements verts, c'est une exigence, c'est une demande des Républicains depuis le début. Et surtout, je le dis aussi, de le rouvrir pas dans des conditions de protocole sanitaire irréalisables. Les 4 mètres carrés par Les 4 mètres carrés, client. j'ai entendu qu'ils étaient plutôt abandonnés, on verra. Mais enfin, quand vous allez au restaurant en famille, c'est juste un peu de bon sens. Quand vous passez votre temps dans votre appartement avec votre épouse, vous n'avez pas à lui demander de manger à 1 mètre de vous. Donc je pense qu'il faut un peu de bon Ça sens. dépend. Un peu. On ne sait Je pas, vous les laisse effets du le soin de confinement, juger cela. Peut-être. Mais un peu de bon sens, un peu de cohérence. En tout cas, il nous faut des conditions sanitaires, bien entendu, tous les restaurateurs l'ont compris. Mais il y a urgence à ouvrir et il y a urgence surtout à relancer la machine économique. Dernière question. Une dernière question sur la réouverture du Puy du Fou, sur intervention du président de la République. Est-ce que c'est pour vous normal d'avoir fait une catégorie particulière sur le Puy du Fou? D'abord, sur intervention de Philippe de Villiers, en premier lieu, et puis ensuite, on a bien vu quoi? On a bien vu la division qu'il y avait entre le président de la République et le Premier ministre. Mais moi, je soutiens le président de la République sur ce point-là, parce que je pense qu'il était nécessaire. Il est nécessaire de réouvrir le Puy du Fou, on le sait, parce que sinon, on va mettre par terre toute une économie locale, mais aussi un tourisme en tant que tel. La saison touristique, elle sera majeure pour l'avenir de nos sites touristiques partout en France. Et donc, il faut un peu de courage et un peu d'audace. Et vous soulignez tout de même la cacophonie qu'il y a eu au sein de l'exécutif entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Oui, très clairement. On voit bien qu'on a un Premier ministre qui est très prudent, je comprends, il est dans son rôle. Mais vous savez, la prudence ne doit pas aboutir à l'immobilisme. Et par moments, j'ai le sentiment que la prudence, elle peut évoluer en immobilisme. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on risque d'avoir beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de tensions sociales dans notre pays et qu'on va payer au prix cher le confinement. Il était nécessaire ce confinement. Aujourd'hui, si le déconfinement et l'amélioration épidémique se poursuit, alors il faut accélérer le mouvement de relance économique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction à voir le Puy du Fou rouvert alors que tous les festivals d'été sont arrêtés et qu'il n'y en aura aucun? Il n'y a pas un deux poids deux mesures? Non, je ne pense pas, parce que chaque chose... Vous savez, les festivals, et notamment quand vous avez des concerts et autres, etc., vous êtes quand même... C'est très difficile, dans un concert, d'organiser la distanciation physique. Quand vous êtes dans un parc... Nous, on a rouvert le parc des oiseaux, par exemple, dans le département de l'Ain, qui fait quand même 100 000 visiteurs par an. Donc, avec des mesures de distanciation physique. Parce que pour l'instant, on ne sait pas le Puy du Fou comment ils vont s'organiser. Hein. Oui, mais... Alors, est-ce qu'il faut qu'ils donnent des garanties? Bien sûr. La réouverture du Puy du Fou, alors qu'il y a les parcs et jardins à Paris qui sont toujours fermés, ça fait oui, mais aussi, alors moi je suis pour que les parcs et les jardins à Paris réouvrent. Mais je vous le dis très clairement aussi, je pense que la distanciation physique, on peut plus l'organiser dans des parcs où il y a de la billetterie, ou les choses, que dans un concert ou dans un festival ou dans une fête de village. Vous voyez, c'est plus difficile parce que forcément il y a une promiscuité. Ou au parc des oiseaux, vous l'avez dit. Je vous conseille d'ailleurs de visiter parce qu'il est très bon. Pourquoi pas. Merci Tam. Merci beaucoup Francis. Il est l'heure maintenant de passer la parole aux parlementaires qui s'adressent au patron du groupe LR de l'Assemblée nationale. Deux parlementaires, Marie Lebec, députée des Yvelines, vice-présidente du groupe La République En Marche. Bonsoir, merci d'être avec nous à distance. Et Cécile Cukierman, qui est sénatrice de la Loire, porte-parole du Parti communiste. Bonsoir aussi à vous. Merci d'être avec nous. Et toutes les deux veulent vous parler des hôpitaux.
parce qu'évidemment, hein, c'est la question d'avenir et la question qui est au centre des enjeux en ce moment. On va commencer par Cécile Cukierman, par ordre alphabétique, parce que le Parti communiste a fait un tour de France des hôpitaux et vous en avez tiré quelques conclusions. Oui, je crois effectivement, mais cela a déjà été dans la première partie de cette émission. Nous venons de vivre, après cette crise qui n'est pas terminée, cette crise sanitaire, de mesurer, je crois, toutes et tous, l'importance de l'hôpital public, mais aussi ses défaillances, tant dans ses organisations que parfois même dans sa présence territoriale. Je crois qu'en tout cas, l'on mesure peut-être plus encore maintenant le besoin d'avoir des hôpitaux efficaces dans la proximité sur tous les territoires de notre pays, de notre République. Nous avons d'ailleurs fait une proposition de loi à l'issue d'un tour de France des hôpitaux où nous proposions un moratoire, notamment contre la fermeture des hôpitaux et notamment des hôpitaux de proximité. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait le revoir parce que depuis maintenant un an, un certain nombre d'hôpitaux et de services ont malheureusement fermé dans un certain nombre de départements et je pense, pour interpeller M. Abad, que nous avons les mêmes exemples en commun dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes d'un certain nombre d'hôpitaux et de services qui ont dû fermer ces derniers mois. Et là, je vous laisse poser votre question. Comment savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette proposition et jusqu'où vous seriez prêt à aller pour maintenir un véritable service public hospitalier sur tout notre territoire français? Bon, moi, je suis favorable à ce qu'on ait un gel ou un moratoire de la fermeture des hôpitaux, mais aussi, je crois, des lits de réanimation en tant que tels. Je pense que les Français ont très mal vécu la déclaration du directeur régional de l'ARS du Grand Est en pleine crise sanitaire. Il a d'ailleurs été limogé. Oui, d'ailleurs. Mais donc je pense que là-dessus, on pourra se retrouver. Mais je pense qu'il faudra aller un poil plus loin sur la question, je disais tout à l'heure, de la médecine de ville. C'est-à-dire que si on veut que nos hôpitaux de proximité aient une chance de survivre dans le temps, il faut vraiment les arrimer à la médecine de ville. Et si demain, on a encore plus de déserts médicaux, encore moins de médecins généralistes, alors ça sera encore plus dur pour ces hôpitaux de proximité de survivre. Et donc, il va falloir mener de front, j'ai envie de dire, les deux en même temps, ensemble, pour construire cela et ce service public de proximité. Marie Lebec, vous voulez aussi parler des hôpitaux parce que vous dites, vous, bon, c'est très bien ces propositions, mais il va peut-être falloir rendre des comptes aussi un petit peu. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Damien Abad, notamment sur la question de l'inventaire en matière des hôpitaux. Et du coup, j'ai un petit peu élargi ma question sur ces sujets qui portent sur la question de l'hôpital. J'ai bien entendu les propositions qui étaient faites par le groupe LR, mais j'ai aussi beaucoup de frustration à entendre la position du groupe sur un éventuel abstention ou rejet sur l'application Stop Covid, un débat et une tentative d'appropriation, alors que ce sont des sujets que nous partageons et sur lesquels nous pouvons nous retrouver sur la question du don pour les soignants. Et finalement, Monsieur Abad, la question que je voudrais vous poser, c'est vous venez d'un parti gaulliste, vous venez d'un parti qui a un historique justement d'appel à l'unité nationale. Est-ce que vous n'estimez pas, sur ces questions qui relèvent des hôpitaux, finalement, qu'on devrait tous porter la responsabilité de l'état de l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui, la mise en place des 35 heures qui a désorganisé le fonctionnement des hôpitaux, sur la tarification à l'acte qui a aussi énormément contribué à cette désorganisation, et essayer de se réunir et de faire que la gestion de la crise des hôpitaux ne soit plus un enjeu politique, mais un enjeu d'unité nationale, particulièrement après cette crise sanitaire. Écoutez, je vous invite à réécouter la première partie de l'émission, puisque j'ai dit effectivement très clairement qu'il fallait qu'on se mette tous autour de la table pour poser les bonnes questions, notamment sur la question de la tarification à l'activité, sur la question de l'avenir de nos hôpitaux publics en tant que tels, et surtout sur la manière dont on peut y remédier. Oui, mais Marie Lebec pointait aussi du doigt votre position attendue sur Stop Covid, où là, il y a un désaccord. Oui, je vais venir. D'accord. Mais déjà, sur la question des hôpitaux, moi je souhaite... Et le groupe Les Républicains mettra des propositions sur la table. Sur le déconfinement, on en a déjà mis 50 sur la table et on en mettra d'autres sur la table également sur l'avenir des hôpitaux. Sur l'application Stop Covid,
Je vous dis, moi j'ai 2 difficultés avec cette application. La première, c'est sur la question des libertés publiques. Je vois bien, et d'ailleurs la CNIL l'a dit elle-même, elle est partagée, elle a mis un avis globalement circonstancié sur lequel on voit bien qu'il y a des difficultés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle sur le plan des libertés publiques? Je n'en suis pas sûr. Et d'autant moins sûr qu'on a installé les brigades sanitaires de l'assurance maladie. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de double emploi? Et puis surtout, que moi j'ai des doutes sur le fait que cette application-là soit prête aujourd'hui. J'ai de réels doutes sur ça et sur son efficacité en tant que telle. Mais quand Marie Lebec dit unité nationale sur la santé, qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, mais l'unité nationale, ça peut pas être... Sur la santé, hein, j'entends. Oui, oui, mais ça peut pas être on met la poussière sur le tapis. Ça peut pas être on est tous d'accord et circuler, il n'y a rien à voir. Ça peut pas être donner un blanc-seing au gouvernement. Non. L'unité nationale, ça nécessite... Moi, vous savez, vous avez, et je vous en remercie d'avoir cité le fait que notre parti, les Républicains, est d'inspiration gaullienne, et je vous le confirme. Notre volonté, c'est quoi? C'est de dire, si on arrive à dégager un certain nombre de propositions et les mettre sur la table. Alors nous, on a toujours pris nos responsabilités. Vous savez, le groupe Les Républicains a voté tous les projets d'état d'urgence. Toutes les lois, les mesures d'urgence, toutes les lois d'urgence ont été votées par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale pendant cette crise. Donc nos responsabilités, on sait les prendre quand il faut les prendre. Simplement, il y a des chemins sur lesquels nous ne voulons pas aller. Cécile Cukierman, vous vouliez aussi remettre sur le tapis, on en a un petit peu parlé, mais pas très avant, la question des 35 heures, parce que là, il y a quand même un décalage entre vous au PCF et Damien Abad des Républicains. Les 35 heures qui seraient pour certains qu'il faudrait remettre en cause, mais vous dites c'est peut-être pas ça l'enjeu. Bah, écoutez, je veux remettre sur le tapis, je crois que ça revient naturellement dans le débat politique, en tout cas pour la question hospitalière, et je crois que ce serait un peu trop simple de résumer la difficulté de l'hôpital public aujourd'hui à celle des 35 heures, mais pour élargir, parce qu'on sent bien que cette question monte, et elle monte sur demain dans l'ensemble des secteurs de l'activité économique, alors que l'on nous annonce, et l'on voit venir, et on le voit sur nos territoires notamment, un certain nombre de réductions d'emplois, voire de fermetures de sites, et il y a énormément d'inquiétudes pour toutes les entreprises de la sous-traitance qui sont nombreuses et qui maillent économiquement le territoire. La question, c'est justement, est-ce que l'on remet en cause les 35 heures alors qu'il semblerait que dans ce que l'on nous dise, justement, il n'y a pas assez de commandes et il n'y a pas les moyens de faire travailler tout le monde, ou est-ce que, pour le coup, de cette sortie de crise, nous ne reposons pas la question du travail? Et je pense qu'il faut remettre, y compris le sens de la valeur travail au cœur de cette discussion, mais sans forcément remettre la question du temps de travail, parce que l'on se rend bien compte, en tout cas, que pour quelques mois encore, c'est plutôt des licenciements que l'on risque de vivre, plutôt qu'une surcharge de travail pour celles et ceux qui pourront bénéficier dans quelques mois d'avoir encore un emploi dans notre pays. Très clairement, il ne doit pas y avoir de sujet tabou et la question du temps de travail doit être mise sur la table. Sur la question de l'hôpital public. Sur l'hôpital public, je suis de ceux qui pensent que les 35 heures ont effectivement mis à mal l'hôpital public. Alors ça, vous l'avez dit, mais sur les 35 heures globalement. Et sur les 35 heures globalement, ce que nous plaidons chez les Républicains, c'est quoi? C'est pas le changement d'un cadre national en disant il faut passer de 35 à 39 heures pour tout le monde au même moment. Non. Ce que l'on plaide, c'est la souplesse et le pragmatisme. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est vrai dans certains secteurs. Il y a certains secteurs où on va avoir beaucoup plus recours au chômage ou à l'activité partielle, où les commandes vont être moins fortes et où donc le travail sera moins important. Donc ça peut rester à 35 heures, ces secteurs. Exactement. Mais il y a d'autres secteurs dans lesquels ceci est totalement faux. Il y a des secteurs qui auront besoin d'intensifier le travail, qui auront besoin de relancer les commandes, qui auront besoin de produire davantage, notamment dans les semaines et les mois qui viennent, et il faut que la loi le permette. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'un cadre souple, des négociations au niveau de l'entreprise et des accords qui soient faits au niveau de l'entreprise entre l'employeur et le salarié pour permettre ce cadre. Je pose juste une condition à ce cadre, c'est que pour nous, travailler plus égale gagner plus. La valeur travail qu'évoquait Cécile Cukierman, mais vous n'avez peut-être pas la même définition. Non, mais c'est tant mieux presque. Mais à la limite... Mais je pense qu'il est important que nous partagions quand même le fait que dans une société, les femmes et les hommes doivent travailler. Oui, ça, on est effectivement totalement d'accord là-dessus. Mais la seule limite que je mets, c'est que je ne veux pas de 37 heures payées 35. Je ne veux pas que le travailler plus, ça entraîne un appauvrissement des salariés. Et ça, il faut effectivement que ça soit aussi une revalorisation du pouvoir d'achat. Mais donnons cette souplesse et ce cadre que les entreprises françaises appellent de leur vœu. Qu'est-ce que vous répondez à Damien Abad, Cécile Cukierman là-dessus? Il vous a convaincu? Non, mais je pense d'abord qu'il y a
la question n'est pas de remettre en cause de façon définitive ou pas. Donc, bien évidemment, mais il y a besoin en fait d'un véritable dialogue social dans notre pays. Mais je crois que nous allons être d'accord qu'il n'a pas eu lieu et on l'a vu malheureusement sur des textes précédents. La question aujourd'hui, c'est de remettre certainement beaucoup de choses à plat. La question du temps de travail qui doit rester protectrice pour celles et ceux qui travaillent, et puis plus largement la question de la répartition des richesses, parce que j'entends ce que dit Damien Abad sur la nécessité d'intensifier dans certaines entreprises, dans certains secteurs d'activité le travail, mais pour intensifier, on peut aussi embaucher, on peut aussi développer d'autres façons que simplement rajouter des heures supplémentaires, et encore heureux que vous partagez l'idée que quand on travaille, on est payé. Alors Damien Abad, juste sur est-ce qu'on ne peut pas embaucher plutôt que de faire travailler plus ceux qui sont déjà en poste? Non, mais ça, c'est une fausse idée que la gauche a toujours eue, que croire que parce qu'on allait faire de la réduction du temps de travail, on a créé des emplois. On a vu à quel point ça n'a pas fonctionné. C'est pas en divisant en plus de parts le gâteau qu'on va enrichir les personnes qui mangent le gâteau. Non, c'est en augmentant la taille du gâteau. Et c'est ça, c'est une différence majeure. Moi, je crois à la création de richesses, à la création d'activités. L'embauche aujourd'hui, honnêtement, malheureusement, ça va pas être trop au goût du jour parce qu'il y a des inquiétudes, parce qu'il y a des instabilités sur les investissements, parce que l'investissement public ralentit. D'ailleurs, je vous le dis, moi j'ai plaidé pour que le deuxième tour des municipales se tienne au 28 juin. Pourquoi ? D'abord pour une raison économique. 75% de l'investissement public en France, il vient des collectivités locales. Si on veut relancer la machine économique, il faut tout remettre en route et installer les conseils municipaux et communautaires. Alors, quel avenir du modèle économique ? Marie Lebec, c'est là-dessus que vous voulez aussi interroger Damien Abad, parce que vous avez entendu Damien Abad sur les 35 heures qu'il voudrait moduler. Vous dites qu'il faut peut-être réfléchir à autre chose. Je trouve que le débat et cette crise sanitaire va nous permettre effectivement d'aborder la question de la relance économique sous un angle qui est différent. Quand j'écoute l'aile droite, j'entends effectivement la fin des 35 heures, ce sur quoi, au demeurant, les différents gouvernements et notamment la majorité a permis un certain nombre d'assouplissements. J'entends aussi la suppression des charges patronales. Et puis quand j'écoute, on va dire plutôt l'aile gauche, j'entends le retour de la taxation, le partage du temps de travail, la remise en place de l'ISF. Et je crois aujourd'hui que cette crise sanitaire, elle nous impose finalement de réfléchir à d'autres modèles, de faire d'autres propositions, de travailler aussi sur d'autres champs. Et on peut notamment parler de la question de l'écologie, de la transition environnementale, du rôle de l'Union européenne dans la mise en place d'une souveraineté industrielle européenne. Je crois que tous ces champs, aujourd'hui, ils sont trop peu explorés par les grands partis de droite et de gauche. Je crois qu'il faut qu'on se saisisse de cette opportunité pour débattre. Et donc, ma question que je voulais poser à Damien Abad, c'est finalement, est-ce que les Républicains ne sont pas toujours un peu dans les mêmes vieilles recettes ? Moi, je viens de ce parti politique. Je suis dans une circonscription qui a très longtemps voté pour ce parti politique. Aujourd'hui, je sens que nos concitoyens sont aussi en attente d'autres choses, d'autres propositions en matière de télétravail, en matière du rôle social de l'entreprise, en matière de la question environnementale. Et ça ne doit pas pour autant remettre en cause toute la dynamique d'attractivité que nous avons mis en place depuis maintenant presque 3 ans pour attirer les entreprises sur notre sol. Damien Abad. Vous savez, vous ne ferez pas le coup à nouveau du nouveau monde et de l'ancien monde. La réalité, c'est qu'on a vu ce que donnait le nouveau monde et c'est parfois malheureusement pire que l'ancien monde. Non, vous savez, on peut être un parti politique d'ancien temps incarnant l'esprit gaulliste, que vous avez appelé d'ailleurs de vos voeux tout à l'heure, et en même temps incarner la modernité et proposer des solutions nouvelles. Et les solutions nouvelles, je crois qu'il ne faut pas nous caricaturer. La question des trans, simplement, nous, on n'a pas de tabou. Et deuxièmement, il faut faire des choix. Le problème de la République En Marche, c'est qu'elle fait une pincée un peu de sel de droite, une pincée un peu de poivre de gauche, elle remue tout ça, elle met un peu de sauce verte. Mais la transition, la sauce verte, voilà. La transition écologique, justement, disait Marie Lebec. Oui, mais le problème, c'est que, vous savez, la politique, c'est faire des choix. Vous n'y croyez pas ? Mais c'est pas ça. Bien sûr, j'y crois, la transition écologique. Mais on va être très clair. Si la transition écologique, c'est mettre des parcs éoliens partout, alors non. Et clairement, les Républicains, avec Julien Aubert et d'autres, nous l'avons dit très clairement, c'est un scandale d'État. Il faut dire la vérité. La transition écologique, c'est pas simplement des mots. Il faut que ça soit des actes dans la réalité. Sur le photovoltaïque, oui. Sur un certain nombre d'énergies renouvelables, 10 fois oui. Mais je ne crois pas, par exemple, et là, je pose la question à Marie Lebec. Nous pensons chez les Républicains que la transition écologique, elle n'entraîne pas la sortie du nucléaire.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule énergie décarbonée qui permet à tous les Français d'avoir un prix de l'électricité relativement bas. Et que demain, si vous voulez avoir les gilets jaunes puissance 10, eh bien, sortez du nucléaire et vous aurez une explosion du prix de l'électricité et vous aurez des gens encore dans la rue. Et donc, là, nous faisons un choix politique qui est très clair, un choix énergétique qui est très clair. Mais voilà, il ne faut pas simplement brandir des mots et des concepts, il faut surtout avoir des politiques et des actes. Marie Lebec, sur le nucléaire, en un mot? En un mot sur le nucléaire, et c'est la politique qui est engagée par le président, c'est à la fois de dire le nucléaire, c'est ce qui fait notre indépendance énergétique et c'est une énergie qu'on doit savoir préserver et utiliser à juste escient, mais avoir une politique qui soit favorable au nucléaire n'empêche pas un rééquilibrage du mix énergétique. Je ne crois pas je ne suis pas à titre personnel du tout une anti-nucléaire, je crois qu'il faut qu'on trouve l'équilibre dans la position qu'on défende sur le sujet et que effectivement, tant qu'on a un nucléaire qui est très fort et très puissant, on n'est pas incité à travailler sur d'autres types d'énergie. Il n'y a pas une énergie qui est vertueuse, au même titre que, par exemple, sur l'automobile, il n'y a pas un type d'automobile qui est vertueux, mais il faut pouvoir encourager l'émergence de solutions alternatives. Alors, Cécile Cukierman, pour votre dernière question, parce que vous vouliez évoquer, vous, les collectivités locales. Vous êtes sénatrice, donc évidemment, ça vous tient à cœur. Parce que vous dites que dans cette crise, elles ont retrouvé leur place. Alors, une question rapide et une réponse rapide. Écoutez, je ne sais pas si elles ont retrouvé leur place, en tout cas aux yeux de l'organisation territoriale de notre pays. En tout cas, elles ont fait toute la démonstration de leur efficacité. Et très certainement, pour revenir sur la question des masques, si aujourd'hui, dans la plupart des communes de notre pays, les gens ont des masques gratuits d'ailleurs, et je tiens à le souligner, c'est parce que effectivement, les maires, les présidents de département, les présidents de région, pour la plupart, se sont lancés dans cette volonté de mettre à disposition des masques pour tous les habitants parce que c'était un enjeu de santé publique. Donc effectivement, une question à Damien Abad sur, je crois que là aussi, nous aurons dans les semaines, dans les mois qui viennent, même si nous ne découvrons pas tout à l'issue de cette crise, le besoin très certainement de repenser l'organisation territoriale de notre pays et peut-être de la voir, je ne sais pas si c'est pyramidal, mais en tout cas de renverser la pyramide et de la faire partir des réalités locales que vivent les femmes et les hommes tout simplement dans nos collectivités territoriales pour construire une république dans laquelle chacune et chacun se retrouve. Damien Abad. Oui, je partage. Faut tout changer du sol au plafond. En tout cas, très clairement, mais nous sommes... non, c'est moi qui résume. Nous sommes, chez les Républicains, des décentralisateurs. Et pas simplement parce que nous avons beaucoup de maires, présidents de département et présidents de région de notre famille politique, mais parce que c'est une conviction profonde. Et je crois, et là je partage ce que dit notre sénatrice, c'est que je crois fondamentalement que ça doit être un des chantiers de l'après-Covid. Cette réflexion sur les collectivités territoriales qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et c'est vrai, moi c'est-à-dire il faut leur donner plus de pouvoir. Oui, il faut leur donner plus de pouvoir, plus de compétences et surtout la possibilité d'agir en proximité. Prenons l'exemple de la santé. Moi, je souhaite que les départements puissent s'occuper du médico-social et que les régions puissent s'occuper du sanitaire, avec un cadre national bien entendu. Mais regardons ce qui s'est passé sur les masques. C'est vrai, les communes, les départements, les régions ont pu acheter des masques aux habitants. Les entreprises également ont pu en donner. Et on a vu le poids de l'État. Donc il faut redonner confiance aux collectivités territoriales dans ce pays. Moi je crois qu'on n'échappera pas à un nouvel acte de la décentralisation. Mais alors remettons ensemble en cause à la nôtre qui a fait beaucoup de mal et qui a fait beaucoup de mal notamment aux collectivités territoriales et en particulier aux départements. Cécile Cukierman a l'air d'accord avec vous. Sur ce point-là en tout cas, Marie Lebec, dernière question rapide pour une réponse rapide. Vous voulez pointer du doigt le rôle de l'opposition pendant cette crise? Oui, je crois qu'il est impératif qu'on ait un gouvernement, un exécutif qui soit tenu pour responsable de ses actes. C'est ce qui fait qu'on ait un décideur politique qui est crédible. Mais vous allez avoir le rapport de la commission d'enquête, si j'en crois vos propos, enfin, pas vous personnellement, mais en tout cas l'opposition. Comment est-ce que vous vous situerez pour être dans une attitude responsable face à une crise dont aujourd'hui il était effectivement très difficile d'estimer les conséquences et par rapport à l'attitude aussi de certains membres de votre parti politique qui ont par exemple fait le choix d'encourager le recours à la chloroquine au détriment parfois de la santé des Français. Donc, comment est-ce que vous allez concilier finalement
bien sûr, le rôle et le regard vigilant que doit avoir l'opposition, et en même temps, le rôle d'un grand parti politique qui doit être responsable. Damien Abad. Bon, d'abord, juste peut-être sur la chloroquine et après de manière générale. Rapidement. Sur la chloroquine, très rapidement. Vous savez, moi, j'ai des députés qui ont été soignés à la chloroquine. Ça a fonctionné pour des députés de Marseille, notamment Valérie Boyer ou Guy Tessier. Je respecte leur choix. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas juger de l'efficacité de ce dispositif. Mais force est de constater qu'il y a des députés qui l'ont utilisé et pour lesquels ça a fonctionné. Sur le rôle de l'opposition en général, moi, et vous l'avez vu, la différence. Nous ne sommes ni Mélenchon ni Le Pen. Nous sommes une opposition responsable. La seule opposition à l'Assemblée nationale qui ait mis des propositions sur la table sur le déconfinement. La seule opposition qui ait voté l'ensemble des textes d'urgence. Simplement, quand les choses vont bien, on le dit, et j'ai aucun problème avec ça. Mais quand ça va mal, il faut le dire aussi. Sur les masques, c'est un fiasco généralisé. Il y a eu des injonctions contradictoires, il y a eu des erreurs, des défaillances, des dysfonctionnements. Il faudra faire la lumière sur ça. Mais je le dis, sur le rapport de la commission d'enquête, comme sur les autres textes, nous aurons cette attitude. Nous sommes en train de construire. Nous sommes un parti de gouvernement et donc la droite républicaine, elle doit incarner l'alternance politique à Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas dans un concours de décibels avec Mélenchon et Le Pen, nous sommes dans un challenge de crédibilité avec le pouvoir en place. Voilà, vous avez entendu Damien Abad qui a pris un engagement. Merci Marie Lebec, merci Cécile Cukierman d'avoir été avec nous en direct ce soir dans Audition publique. Et maintenant on accueille Yves Tréhard. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis, bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Vous n'avez pas manié la langue de bois ce soir, vous avez été direct, straight. On peut être ministre et maire d'une grande ville comme monsieur Gérald Darmanin qui vient de regagner, oui, puisqu'il avait abandonné son fauteuil de maire de Tourcoing, qui est une grande ville. Non, clairement non. Et encore moins quand on empêche un député d'être maire d'une ville de 500 habitants. On ne peut pas avoir le deux poids, deux mesures. Et moi, je regrette cela. Soit le président de la République dit « je me suis trompé » et je permets aux députés d'être maire, par exemple, des communes de moins de 10 000 habitants, et alors on vote une loi et on corrige ça ensemble. Soit il considère que non, il est toujours dans la même logique du non-cumul des mandats, et alors très clairement, cette situation-là ne peut pas perdurer. Alors vous demandez la démission du gouvernement de M. Darmanin ? Non, mais qu'on ait un choix. Au nom de quoi le ministre de l'Action publique, des comptes publics, serait le seul en France à pouvoir être dans une situation de cumul quand on l'interdit à toutes les autres. Qu'est-ce qu'il devrait choisir en clair ? Ça, c'est à lui de le dire. C'est sa responsabilité. Bon. Mais nous, très clairement, on admet ça pas. Ce deux poids, deux mesures, je vous garantis, il est insupportable aux yeux des citoyens. Alors, Darmanin, Gérald Darmanin, il vient de votre parti. C'était même une des figures des Républicains. Il a une idée. Parce qu'il est de la droite sociale, il est un peu comme vous d'ailleurs, comme ça, sur ce terrain, c'est celui de la participation. Tout le monde cherche des idées pour faire en sorte que les salariés soient davantage associés aux résultats. La participation, l'intéressement, c'est une vieille idée des années 60 d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment été appliquée en France. Est-ce que vous seriez pour qu'on applique davantage cette idée de l'intéressement? Comme vous l'avez dit, c'est une vieille idée, d'ailleurs que notre famille politique a souvent portée, qu'on porte encore par voie d'amendement, très souvent, qu'on a défendu. Des gens comme Nicolas Forissier dans notre groupe sont très allants sur ces sujets-là. Ouais. Oui, on peut certainement desserrer les taux de la participation, permettre de fluidifier davantage les sommes versées, que l'on puisse, avoir un retour sur investissement plus rapide. Oui, il y a un certain nombre de verrous à lever. Ça ne suffira pas. C'est pas avec ça qu'on va relancer le pouvoir d'achat des Français, mais c'est une piste intéressante. C'est une piste d'ailleurs que nous avons toujours défendu et que nous continuerons de défendre. Donc vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? C'est plutôt Gérald Darmanin qui est d'accord avec nous. D'accord. Il y a une deuxième piste d'ailleurs, c'est l'impôt sur la fortune qui a été en partie supprimé par l'actuel pouvoir exécutif. Il reste l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce qu'il faudrait, pour permettre à l'immobilier d'émerger, de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière? Je ne suis pas sûr que ça soit un beau signal aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet impôt sur la fortune... C'est plutôt une idée de droite, ça. Mais cet impôt sur la fortune, oui, et vous savez, moi, je ne suis pas pour le retour de l'ISF, donc j'assume clairement les convictions de droite. Par contre, pas pour la suppression de l'IFI non plus. Là où il y a un sujet, et très a raison, c'est que cet IFI, il est ni fait ni à faire. Parce qu'en fait, il taxait celles et ceux qui sont propriétaires immobiliers, et par contre, il sortait de l'impôt des spéculateurs. Moi, je pense l'inverse. Donc, s'il y avait une réforme à faire, de l'IFI notamment, on supprimerait la partie immobilière, mais la condition de ça, du coup, c'est qu'on puisse la compenser par autre chose. Donc, certainement sur la spéculation. Oui, sur la spéculation. En bourse. Oui. Il y a des élections municipales qui vont approcher, là, bientôt, le 28 juin, normalement. C'est l'occasion pour la droite de se refaire une santé?
Elles sont dans un contexte particulier, mais le premier tour a été bon pour la droite. Ouais. Donc il faut que ce deuxième Le tour... perdant de ce premier tour, c'était qui? C'est la République En Marche. La République En Marche. Très clairement. Les scores que vous voyez sont souvent des scores à un chiffre dans certaines villes, enfin dans des niveaux quand même extrêmement bas. Et pourtant, 3 grandes villes françaises et les Républicains ne sont pas en très bonne posture quand même. Écoutez, Est-ce que Rachida Dati peut gagner Paris? Oui, c'est pas impossible. Ça nécessite des discussions dans les arrondissements, ça nécessite en tout cas à nouveau de relancer la machine et la campagne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait une bonne campagne, tout le monde le reconnaît, on peut avoir cette dynamique. Ça a évolué là dans les J'espère qu'on arrondissements conservera Marseille. Avec M. Goujon, ça a évolué dans le 15e arrondissement? Écoutez, dans le 15e arrondissement, ça a bien évolué. Il y a un accord qu'il y a eu entre Philippe Goujon et Agnès Evren. L'accord, il est sur la table, bon. c'est calé. Le 15e arrondissement, on le gagnera. C'est un arrondissement important. Le 15e arrondissement ne suffira pas, mais c'est un arrondissement important. Martine Vassal n'est pas en très bonne posture quand même à Marseille. Hein. Je pense qu'elle la gauche est unie pour le coup, oui, là, avec le renfort des écologistes récents. Oui, mais c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Elle est sortie en tête. Je pense qu'elle peut gagner. Et nous avons de bons espoirs pour que Martine Vassal gagne, mais ça nécessite aussi chez nous de faire le rassemblement, de faire l'union, de créer les conditions de sa victoire. En tout cas, c'est une excellente candidate. Elle a été très bonne présidente de département aussi des Bouches-du-Rhône. Moi, je la soutiens fermement. En plus, ça aurait quand même, regardez, pour un parti qu'on disait vieillot, macho, regardez quand même que sur les 3 premières villes de France, 2 femmes. Et on est le seul parti politique à présenter 2 femmes en position de maire. Et à Lyon, c'est impossible. C'est Paris, ça c'est... À Lyon, ça sera difficile, mais vous savez, la politique lyonnaise a parfois ses complexités qu'on a du mal à voir, y compris parfois de Paris, donc les jeux sont ouverts. Est-ce que le président de la République doit changer de Premier ministre avant l'été? Ça, c'est au président de la République de décider. Moi, je trouve que le Premier ministre, c'est pas la question de l'homme. L'homme n'a pas démérité. Il vient d'ailleurs de votre parti aussi. Oui, il a été au feu de l'action. Il n'a pas une partie facile. Et il n'a pas démérité, vous venez de dire. Oui, parce que... même si vous disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt ce proche de Macron que de non, Philippe. Mais ce qui me gêne, je trouve qu'il n'a pas démérité, mais il y a un point, je trouve, où il y a une faiblesse, c'est que parfois, ça manque un peu d'audace et de courage. Il est trop prudent. Je sens une prudence qui aboutit parfois à l'immobilisme. Je comprends compte tenu de sa position. Mais vous voyez, on attend aussi un peu d'audace. On attend aussi qu'on ait un peu de courage. Elle est peut-être télévisée, l'audace. Ça, écoutez, pour le moment, je ne l'ai pas non plus trop vu, mais la réalité, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même la détérioration des relations entre le Premier ministre et le Président de la République ces derniers temps. Oui. Et on l'a constaté à plusieurs reprises. Et ça peut poser un certain nombre de difficultés. Donc il faudrait qu'il change. Je ne suis pas sûr qu'il... Enfin, honnêtement, ce n'est pas à nous de le dire. Pour nous, peu importe. Si c'est pour mettre quelqu'un qui soit plus à gauche, bon, voilà, je ne vois pas forcément l'intérêt. Il pourrait se tourner vers vous, peut-être. Bien sûr. Vous, non, mais votre parti. ou votre camp. On parle... Xavier Bertrand est souvent cité. Vous savez, ça ferait un bon Premier ministre. Franchement, je ne crois pas que Xavier Bertrand soit dans cet état d'esprit-là. Ouais. J'ai entendu, vous avez vu comme moi, Xavier Bertrand, la dernière fois qu'il a rencontré Emmanuel Macron. Il était masqué. Mais c'était un signe de... Un signe de distanciation? Oui, en tout cas, je crois qu'il a mis une distanciation très claire. Politique, cette fois. Oui, mais Xavier Bertrand, il trace son chemin, son sillon. Je ne crois pas que son chemin, ça soit celui de Matignon. Je crois que son chemin, c'est la réélection dans sa région et ensuite l'incarnation éventuellement présidentielle. Ça vous plairait, ça serait une bonne option pour vous? Moi, j'ai envie de dire, vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelqu'un. Et que ce quelqu'un, il soit crédible. Que ça soit Xavier Bertrand ou François Baroin ou Valérie Pécresse. Alors François Baroin, vous l'avez beaucoup critiqué parce qu'il était aux abonnés absents pendant cette crise. Moi, c'est pas moi qui l'ai critiqué. Peut-être effectivement, il a été critiqué. Il a été critiqué en interne quand même. Hein. Peut-être, mais en tout cas pas par moi parce que vous savez, il faut. Vous a déçu là, non? Non, parce que vous savez, il doit aussi prendre de la hauteur. Très clairement, il l'a dit. Ah bah on peut prendre de la hauteur en étant silencieux, ça c'est facile. Il est président des maires de France, Yves Tréhard. En étant président des maires de France, il a mis les mains dans le cambouis. Il a été maire de Troyes. Il s'est battu pour les masques, pour les tests, pour tous ces sujets-là. Après, vous savez, Emmanuel Macron, il est sorti combien de temps avant Dubois de l'élection présidentielle? À peine 12 mois avant. Donc laissons le temps faire les choses. Si vous aviez à choisir entre François Baroin et Xavier Bertrand, pour vous, ça serait lequel le meilleur? Je ne vous dirai pas ça. C'est pas pour faire de la langue de bois, parce que sinon vous allez me le reprocher. Ah oui. Mais non, mais d'abord parce que je suis président de groupe. Et si j'ai été élu président de groupe, c'est parce que justement, je n'appartiens à aucune écurie. Et je veux garantir cette protection. Je veux que celles et ceux qui soutiennent Xavier Bertrand, comme celles et ceux qui soutiennent François Baroin, ils se sentent bien dans notre groupe parlementaire et qu'on puisse porter. Ou Valérie Pécresse, vous avez dit tout à l'heure. Valérie Pécresse, oui, et bien sûr. Et je souhaite simplement que celui ou celle qui soit le mieux placé, on puisse tous aider à lui. Et surtout, c'est pas grave s'ils ne sont pas LR. Ils sont plus à LR, ils ont quitté la porte. On a des convictions communes et partagées. Ce qu'a dit Xavier Bertrand récemment sur la crise de l'hôpital, je le partage pleinement et j'ai pas une ligne à enlever. Ce qui compte, c'est qu'on ait un candidat.
Parce que vous savez, l'enjeu pour nous, c'est ça. D'avoir une candidature entre la République En Marche et le Front Un National. dernier mot. Petite question. Ouais, vous dernière. estimez que là, vous avez le corpus idéologique ou les idées, il vous manque une tête? Oui, alors on doit encore persévérer. En tout cas, on a retrouvé, je trouve... Parce que longtemps, vous disiez, on n'a ni l'un ni l'autre. Oui, mais pour moi, je trouve qu'on a retrouvé un cap, on a retrouvé une cohérence et on a retrouvé une colonne vertébrale. À la faveur de la crise? Mais depuis la réforme des retraites. Et donc, en tout cas, on n'a pas fait de sortie de route comme on l'a fait pendant la crise des Gilets jaunes. Et ça, c'est à mettre au crédit de la droite. Maintenant, il y a l'incarnation politique, elle est majeure dans l'élection présidentielle. Elle viendra, et effectivement, ça sera le gros chantier pour la droite. Merci Yves et merci Damien Abad. C'est la fin d'audition publique pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, de débattre avec aussi les parlementaires qui étaient avec nous tout à l'heure, de répondre à nos questions. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live ainsi que sur les sites internet d'LCP et Public Sénat. Audition publique revient lundi dans 15 jours parce que lundi prochain c'est le lundi de la Pentecôte. Beaucoup ne travaillent pas ce lundi de la Pentecôte, même si depuis Jean-Pierre Raffarin, c'est un jour que nous devons à la collectivité. Moi, je suis pour la feria de Nîmes, malheureusement, il n'y aura pas lieu cette année. Bon, merci en tout cas. Bonne soirée. À dans 15 jours.